Et nous commençons tout de suite avec une analyse des tendances et des perspectives sur les marchés financiers. J'ai le plaisir d'accueillir dans l'émission Parlons Placement pour en parler Jonathan Lévy. Bonjour Jonathan Lévy. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Thomas, c'était l'année dernière, effectivement. Voilà, j'ai dit bonjour Nicolas pendant presque 15 ans. Bonjour Thomas, donc je vais y arriver. On va y arriver, donc, exactement. Mais c'est pas une insulte, hein. Au contraire. Bienvenue en tout cas Jonathan dans l'émission. Je rappelle que vous êtes cofondateur et président du groupe bienprévoir.fr. Alors on va regarder un petit peu les tendances et les perspectives sur les marchés financiers avec une analyse un peu particulière ce mois-ci, puisque nous tournons cette émission en direct le mardi 17 octobre et le 19 octobre, soit dans 2 jours, c'est l'anniversaire, le funeste anniversaire du krach de 1987. Alors on va essayer de regarder quelles sont les différences et les similitudes, par exemple, par rapport à ce qui s'est passé sur les marchés il y a quoi, il y a 36 ans, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Voilà, faut être bon en calcul mental dans l'émission en direct. Alors, que s'est-il passé, Jonathan Lévy, en 1987, qui a conduit les marchés financiers à subir un krach boursier? Alors, on a eu ce fameux lundi, le lundi noir, en fait, 19 octobre 1987, la plus forte baisse des marchés actions aux États-Unis, en tout cas, sur le Dow Jones, le Standard & Poor's 500, qui ont baissé de 20-22% en une seule journée. C'est la plus forte baisse, plus forte baisse que 1929, où en une seule journée, on avait dépassé à peine les 12-13%. Donc ça a été plus violent sur la seule journée. Après, en 1929, la crise avait duré plus longtemps, sur quelques années. En 1987, ça a duré quelques mois. Donc elle est plus violente, mais beaucoup plus courte que la crise économique de 1929. Et alors, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez intéressant de revenir sur cette crise-là en particulier, sur cet anniversaire? Est-ce qu'on voit des similitudes en 1987 qu'on retrouverait, par exemple, à fin 2023? Oui, en fait, on est dans un scénario de hausse des taux. Hein. C'est vraiment ça qui drive les marchés depuis quelques mois. Et donc, on essaie de voir dans le passé qu'est-ce qui ressemble un petit peu à ce contexte-là pour essayer de prédire l'avenir. Je vous ai ramené un petit graphe sur l'évolution des taux d'intérêt. L'évolution ici des obligations américaine à 10 ans, le taux d'emprunt de l'État américain à 10 ans, avec une longue période d'observation, vous voyez, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez des pics dans les années 80, fin des années 70, début des années 80, avec des hausses d'inflation très fortes et donc un renchérissement du coût de l'argent. D'accord. En 87, vous voyez si vous faites un petit zoom, vous voyez un petit pic. Les taux augmentent sur le long terme de 7 à presque 10%. D'accord. Ouais. Aux États-Unis. Donc c'est une hausse qui est quand même assez significative. Bien sûr. Même si on part sur des niveaux plus élevés qu'aujourd'hui. On était à près de zéro, hein, je vous rappelle, il y a 1 an et demi, 2 ans. Mais cette hausse est quand même très significative et c'est ça la principale source de similitude avec la situation actuelle. C'est une hausse des taux importante des taux longs parce que l'inflation est élevée. Donc pour lutter contre un regain d'inflation qu'on a dans la fin des années 80, la Fed remonte ses taux qui passent de 6,5% à 9,5% en quelques mois, en 9 mois, comme la Fed a dû le faire là entre 2022 et 2023. Une forte remontée des taux extrêmement rapide qui provoque un ralentissement et même une décote du marché action. Est-ce à dire que dans un contexte de hausse des taux comme on le connaît actuellement, d'ailleurs hausse des taux qui n'est peut-être pas encore finie, on ne le sait pas à l'heure actuelle, est-ce qu'il faut s'attendre à un krach boursier ou au contraire il faut quand même analyser le contexte économique aussi de manière un peu plus globale? Alors il faut tout prendre en compte et quand on regarde le contexte économique, la question qui se pose c'est le ralentissement économique, à quelle vitesse il va avoir lieu. Et là, c'est un peu surprenant parce qu'on constate que le ralentissement économique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, il est relativement doux. Il n'y a pas un krach de l'économie américaine, il n'y a pas un crash de l'économie européenne et un ralentissement. Bien mais sûr. qui est relativement doux, relativement soft. C'est un soft landing et non pas un hard landing. Et il y en a qui se posent même la question, est-ce qu'il n'y a pas un no landing? D'accord. Ouais. Éventuellement, une économie qui continue à tourner sur un rythme modéré, certes, mais raisonnable, malgré tous les chocs qu'on a, les chocs de taux, les chocs de matières premières, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Est-ce qu'en 87, la situation était différente en matière de contexte économique? Alors, en 87, l'économie était en plein boom. L'économie a fonctionné beaucoup mieux en fait qu'actuellement. Là, on est quand même en phase de ralentissement. Même si on se pose la question du landing, du niveau de ralentissement, oui. mais on est en phase de ralentissement. Ce n'était pas le cas dans les années 87. On a vécu, en fait, après le Covid, on a vécu une période quand même de reprise économique très forte. Avec une relance budgétaire, une relance monétaire. Beaucoup d'argent est injecté sur les marchés financiers, dans l'économie, par les États, par les banques centrales. Et ça a généré cette situation de surinflation, d'hyperinflation, dont on a du mal à sortir aujourd'hui. Et ça, c'est un peu similaire. La croissance a été très forte dans les années 87. Et pour d'autres raisons, on a assisté à une hausse de l'inflation. Et pour lutter contre la hausse de l'inflation, dans les deux cas, 87 comme aujourd'hui, les banques centrales relèvent les taux rapidement, massivement, et provoquent un ralentissement du marché action. Ralentissement marché économique aujourd'hui, et dans les deux cas, le marché action qui est quand même sous tension. À la lumière de ce que vous venez de nous expliquer, Jonathan, que fait-on sur les marchés financiers? Alors évidemment, on regarde le passé pour essayer de comprendre l'avenir, sans pour autant être capable de le prédire, mais comment est-ce qu'on adapte sa stratégie sur les marchés financiers? Alors je vous disais, il y a deux scénarios possibles, soit c'est un hard landing, soit c'est un soft landing. Et en fonction du scénario, la réaction ne doit pas être la même. Donc tout va dépendre de votre conviction. En cas de soft landing, c'est le meilleur scénario. En fait, l'économie ralentit, mais modérément. Donc, les résultats d'entreprise ralentissent, mais modérément. Et donc, finalement, il y aura quand même une baisse des taux, puisque le marché ralentit, donc moins de pression inflationniste. Donc, la baisse des taux va entretenir les actions. Elles vont être un bon matelas de sécurité pour le marché action. D'accord. Et les bénéfices ralentiraient même moins que ce qu'on peut prévoir aujourd'hui. Donc, soft landing, c'est favorable pour les actions et favorable aussi pour les taux d'intérêt. Le hard landing est défavorable pour les actions. D'accord. Le hard landing, c'est vraiment un crash de l'économie assez fort. Ça provoque... Qui aurait un impact direct sur les entreprises, voilà, sur les valorisations. Une baisse du résultat des entreprises et donc une baisse des valorisations, moins de risques. Les investisseurs veulent prendre moins de risques dans ce scénario de crash landing, de hard landing. Et donc les actions, dans ce cas-là, sont à mettre de côté ou à réduire. Donc en fonction de votre scénario, vous pouvez soit aller sur les actions, soit baisser le niveau des actions. Dans tous les cas, par contre, même dans le cas de hard landing, les taux d'intérêt, les obligations restent intéressants. Pourquoi? Parce que en cas de ralentissement économique plus marqué qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt vont baisser. Les banques centrales pourront baisser et même, à un moment donné, pour relancer l'économie, elles vont devoir baisser les taux plus ou moins fortement. Si c'est un hard landing, elles vont baisser fortement les taux d'intérêt. Si c'est un soft landing, elles vont baisser un peu les taux d'intérêt. Dans tous les cas, une baisse des taux d'intérêt revient à une revalorisation des obligations. Donc détenir des obligations aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Alors, vous avez amené un graphique, notamment avec quelles classes d'actifs privilégiées, où on va peut-être revoir un petit peu ce que vous nous avez dit entre l'obligataire, les actions ou les produits structurés. Puis après, on finira avec une question quand même plus en lien avec la géopolitique. Mais d'abord, regardons les classes d'actifs. Alors, comme je vous disais aujourd'hui, la classe d'actifs la plus pertinente quand on regarde le couple rendement-risque, c'est globalement le marché obligataire. Donc, vous avez trois types d'obligations, les obligations souveraines, ensuite les obligations d'entreprise. Et au sein des obligations d'entreprise, on distingue encore deux grandes classes d'actifs. Le high yield, donc c'est des obligations très risquées, où la probabilité de défaut est assez importante, donc qui rémunèrent beaucoup, mais avec un risque élevé. Et le investment grade, pour les entreprises avec un risque plus mesuré, donc un taux d'intérêt plus faible, mais aussi un risque plus faible. Entre ces trois sous-secteurs, on recommande plutôt l'investment grade, qui est un bon compromis entre les deux. Ça rémunère plus que les obligations souveraines. Et en même temps, c'est pas non plus le niveau le plus risqué. Voilà, c'est un risque qui est tout à fait modéré quand même lorsqu'on va sur des bonnes notations. Donc le niveau de taux actuel permet d'aller sur cette sous-classe d'actifs, avoir une rémunération assez intéressante avec une prise de risque très modérée. Et je rajouterai un point, c'est la durée des obligations. C'est quelque chose qui est extrêmement important lorsqu'on investit en obligations. Si vous investissez sur des obligations courtes, quand les taux baissent, vous allez peu en profiter. Si vous voulez profiter de ce scénario
d'une baisse des taux à un moment donné, il vaut mieux acheter des obligations de long terme. D'accord. Je vous disais, si les taux baissent, la valorisation augmente. Et bien cet effet-là est accentué en fonction de la durée des obligations. Les durées longues vont voir leur valeur augmenter plus que les durées courtes. Donc si vous croyez à ce scénario de baisse des taux à un moment donné, investissez dans des opérations longues avec un risque de crédit mesuré. Pour finir, Jonathan Lévy, donc je rappelle qu'on est en direct, il y a plusieurs questions qui nous sont arrivées même avant l'émission, et notamment des questions sur les événements politiques et géopolitiques récents, voire un petit peu plus anciens. On a Annick ou encore Patrick qui nous posent des questions sur l'impact sur le pétrole ou sur les carburants, des attaques récentes qu'on a vues sur le sol israélien, mais aussi certains qui remettent dans ces questions-là ce qu'on peut voir sur le sol ukrainien. Comment aborder cette question-là d'un point de vue investissement sur les marchés, Jonathan Lévy? Alors, avant d'aborder ça, il faut toujours dire que c'est avant tout un drame humain. Ces événements géopolitiques, ces tensions géopolitiques et les événements au Proche-Orient et en Israël, c'est avant tout dramatique humainement. Après, quand on se pose la question sur le plan économique, l'impact, effectivement, est avant tout sur les matières premières. On voit toujours, dans ce cas-là, ces tensions géopolitiques se traduire dans les prix. On voit une hausse des matières premières. En particulier, on voit une hausse du pétrole. Maintenant, dans la durée, c'est pas évident que ça maintient des prix très élevés parce que soit c'est un impact sur l'économie et dans ce cas, un ralentissement plus marqué de l'économie fait baisser les cours de pétrole, soit ça a peu d'impact et du coup, les cours de pétrole vont s'ajuster. Ça va dépendre beaucoup du rôle de l'Iran, si l'Iran rentre ou pas sur le front. En même temps, l'impact de l'Iran aujourd'hui est relativement faible sur le pétrole et probablement qu'il y a des pays qui ne sont pas des amis de l'Iran qui pourraient compenser la production. Donc voilà, je pense qu'il y aurait un impact relativement mesuré, maximum de 10% du prix du pétrole. Merci beaucoup, Jonathan Lévy, de nous avoir accompagnés sur cette première partie de l'émission Parlons Placement, cofondateur et président du groupe bienprévoir.fr. Et quant à nous, on se retrouve dans un instant.